Vlatipa Podcast. Ensemble, déconstruisons les clichés psy. Vlatipa Podcast. Hello, bienvenue sur Vlatipa. Aujourd'hui, et comme d'habitude, vous serez accompagnés par moi, Déborah. Et par moi, Solène. Bonne écoute. Aujourd'hui, on vous propose un épisode un petit peu différent qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale d'action pour les enfants de parents avec une addiction. Cette semaine existe depuis 2019 et est coordonnée par Addiction Suisse dans le cadre de son programme Papa boit, maman boit. Durant cette semaine, plusieurs organisations actives dans le domaine des addictions, de la famille, de la jeunesse, de l'éducation, de la santé, de la protection de l'enfance participent et développent des projets qui ont pour but de visibiliser le vécu des enfants vivant avec un parent en situation d'addiction et de faire connaître les offres existantes pour les soutenir. Les actions menées visent encore à sensibiliser les professionnels qui travaillent avec des enfants concernés et à informer le grand public. Pour cette année, il a été décidé de se centrer sur le vécu des enfants. Des autocollants ont été créés notamment par des jeunes de la Préfo. Ces autocollants contiennent des textes qui traduisent différents ressentis que peuvent vivre les enfants de parents en situation d'addiction et également un QR code qui renvoie à des ressources à disposition dans le canton. C'est dans ce contexte qu'on nous a proposé avec le podcast de participer à cette semaine de prévention. Nous avons déjà fait un premier épisode qui était principalement focalisé sur les personnes concernées par les addictions à l'alcool. Et aujourd'hui, nous faisons donc cet épisode qui s'inscrit dans cette semaine et qui se focalisera sur les enfants de personnes concernées par des addictions à l'alcool. Donc pour aborder ce sujet aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Catherine Stalder-Kunetka et Monica Lou, qui sont toutes les deux intervenantes pour l'association Astram. Catherine Stalder-Kunetka, tu es psychologue, psychothérapeute, mais tu as aussi travaillé pendant longtemps en pédopsychiatrie et dans un service éducatif itinérant où tu as pu accompagner beaucoup de familles à domicile. Et actuellement, tu travailles à Astram depuis plus de 10 ans, où tu accompagnes les familles dans les différentes phases de vie qu'elles peuvent traverser. Et Monica Lou, tu as travaillé pendant longtemps en foyer et ensuite également dans des points rencontres où tu menais des entretiens avec les familles. Tu travailles également à Astram depuis plus de 10 ans et tu es également médiatrice familiale pour l'Office familial. Juste pour préciser, Astram, ça fait partie de l'Office familial. Et l'Office familial a plusieurs secteurs qui accompagnent et soutiennent les familles, parents, couples, enfants et personnes dans différentes étapes de vie, notamment pour la thérapie conjugale, pour de la médiation. Ils ont un domaine de puériculture et puis il y a Astram. Et Astram, du coup, s'occupe de familles, de parents, d'enfants qui vivent des situations difficiles, notamment le deuil, la maladie grave, les séparations. Il s'occupe aussi d'accompagner des enfants qui sont confrontés aux violences familiales, conjugales ou psychologiques. Et puis également les maladies psychiques et notamment dans ce contexte-là, des parents souffrant de problèmes d'addiction à l'alcool. Les structures Astram sont disponibles dans plusieurs cantons. Dans le canton de Fribourg, il y a des structures à Fribourg même, à Bulle et à Estavayer. Et les professionnels peuvent recevoir les personnes en français et en allemand. Du coup, je vous propose qu'on commence avec un premier stéréotype qu'on entend beaucoup et qui a un fort impact sur les enfants de parents addicts, qui vont devenir forcément alcooliques eux-mêmes. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est vrai qu'on a tendance à croire ou à dire aussi que les parents sont des modèles pour leurs enfants. Et effectivement, les enfants sont fortement influencés et ont tendance à reproduire un petit peu comment ils se construisent au sein de la famille. D'où cette idée qu'un enfant qui vit avec un parent souffrant d'une addiction va reproduire cette addiction. C'est vrai que cet enfant peut avoir un risque plus important qu'un enfant qui ne vit pas dans une famille avec une addiction et que c'est vraiment important de s'intéresser à cet enfant. Tous les enfants sont dignes d'exister. Et puis, c'est en permettant à cet enfant de pouvoir être pris en charge, qu'on s'intéresse à lui, qu'on va pouvoir permettre à cet enfant de développer ses ressources. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent mener à souffrir d'une addiction à l'alcool. Il pourrait y avoir des facteurs génétiques, mais en fait, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas seulement une histoire génétique. Pour que le gène il s'exprime, l'environnement va être beaucoup plus déterminant, en fait, que ce qui se passe à un niveau plus biologique.
Et c'est là qu'on a une action qu'on peut vraiment soutenir, intervenir et aider pour que l'enfant puisse se développer au mieux avec ces parents-là qui ont une fragilité, mais si on peut mettre des piliers de sécurité avec eux et les accompagner, pas déterminer. Et c'est quoi en soi, donc dans l'environnement, qui fait qu'un enfant va plus facilement avoir une addiction? C'est quoi dans son environnement qui va le pousser vers ça? Alors, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les parents qui souffrent d'une addiction ont plus de peine dans leur parentalité, dans leur schéma éducatif. C'est des parents qui sont pris, en fait, par leur propre urgence, par rapport à leurs anxiétés, leurs angoisses, et dans leur éducation peuvent se montrer plus laxistes, plus négligents peut-être, et d'où l'enfant aura peut-être plus de peine à ressentir de la sécurité, un cadre affectueux, mais aussi cohérent et stable. Donc ça, c'est un petit peu les patterns éducatifs dans la parentalité qui peuvent mener à des difficultés en fait chez l'enfant pour gérer ses propres émotions ensuite. On peut imaginer, si on pense à un vécu d'un enfant, il y a des moments qui se passent bien au sein de la famille, mais il y a une certaine imprévisibilité ou une insécurité au moment où la recherche du produit ou l'émotion du parent, elle est imprévisible en fait. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, puis ça c'est ces conséquences-là qui vont faire des choses problématiques. C'est pas d'abord la maladie qui va faire le problème. Ça rejoint ce qu'on avait discuté dans l'épisode où on parlait principalement des adultes concernés. C'est qu'il y a une souffrance d'abord chez le parent qui fait que déjà il a sûrement des schémas ou des manières d'être en relation qui peuvent parfois être problématiques. Et en plus, si on rajoute cette recherche de substance ou les effets que la substance va avoir sur ses comportements, là on rentre aussi dans quelque chose de plus compliqué à gérer au niveau familial. Il aura plus de peine, effectivement, ce parent-là, à prêter une attention aux besoins de son enfant. Et parfois, toute son énergie, sa disponibilité est prise par lui-même. Et il est fatigué, il est peut-être irritable, il est peut-être stressé. Et donc, il ne peut pas prêter attention à son enfant. Et du coup, j'imagine aussi dans ce que vous disiez toutes les deux, c'est que ça amène beaucoup d'imprévisibilité en fait au quotidien, de ne pas savoir est-ce que c'est un bon jour, un mauvais jour, comment est-ce que le parent va réagir. On voit bien l'hypervigilance des enfants. Ils développent une compétence très grande à savoir si le parent est plutôt bien ou plutôt pas bien. Donc, une espèce d'hypervigilance à lire les signaux Mhm. de son parent, quoi. Ce que j'aimerais bien juste rappeler, c'est qu'on n'a jamais pour but de stigmatiser. Enfin, c'est justement ce qu'on veut pas faire et ce qu'on déconstruit. Et on n'est pas en train de dire que le parent est responsable complètement de ce qu'il fait sur l'enfant, mais que c'est important que ce soit discuté, accompagné, et justement que les enfants ne soient pas oubliés dans cette démarche de soins. Nous, on aime bien se souvenir en fait que l'addiction à l'alcool est une maladie et que c'est les conséquences de cette maladie qui ont un impact sur la famille et notamment sur les enfants. Donc il n'y a aucune intention et il n'y a pas une responsabilité, ni l'enfant d'ailleurs n'est responsable de la maladie de ses parents. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut lui dire de manière très claire, que tout l'amour du monde ne suffit pas à guérir son papa ou sa maman. Et au niveau des signaux, donc chez l'enfant, des fois on entend, mais voilà, il va très bien à l'école, il a plein de copains, ou il a des bonnes notes. Mais en fait, qu'est-ce que ça masque, ce genre de choses? Alors l'enfant ressent parfois assez rapidement qu'il y a une sorte de loyauté à son vécu familial et qu'on ne peut pas trop montrer à l'extérieur ce que vit son père ou sa mère. Il peut y avoir de la honte, il peut y avoir de la gêne, mais il peut aussi y avoir de la peur que des professionnels s'intéressent un peu trop à sa famille. En tout cas, les parents, parfois, ont ce message ne dis rien parce que c'est important qu'on soit reconnu comme des bons parents. Donc un enfant est capable de s'adapter énormément pour faire au mieux, pour garder cet équilibre dans la famille. Et les enfants qui sont très adaptés à l'école, qui sont des très bons élèves, qui sont très agréables, c'est parfois des enfants qui souffrent beaucoup parce qu'ils n'osent pas exprimer leur peur, leur colère, leur incompréhension. On peut aussi dire que l'école aussi, c'est important que ça se passe bien parce que c'est aussi un lieu de ressources pour eux. C'est un lieu où ils vont construire des compétences, qui va soutenir une estime de soi qui peut être fragilisée justement dans les moments où le parent va dire des choses parce qu'il est fâché, parce que ses émotions ont été très hautes. Donc l'école, c'est aussi un lieu de ressources important pour les enfants. Donc d'une part, on a l'impression que tout va bien, donc tout va bien, super.
Et puis aussi, mais c'est aussi quelque chose d'important, c'est super que ça aille bien. Et du coup, dans ce cliché, on entend que pas tous les enfants avec des parents qui ont une addiction vont bien à l'école, mais que ça peut des fois masquer un peu les problématiques familiales quand ça va bien. Et en même temps, c'est super parce que ça peut être quand même une bonne ressource de liens sociaux aussi, d'estime de soi. Faisons pas un amalgame, un enfant qui va bien à l'école, tout va bien dans sa vie. Voilà, exactement. Et on pense aussi parfois un petit peu, de nouveau avec des raccourcis, que si un enfant sait que ses parents ont un problème d'addiction, il va forcément les détester parce que c'est pas une bonne chose d'avoir une addiction et que du coup, ils ont de la haine envers leurs parents pour ce qu'ils font. J'ai l'impression que ça provoque beaucoup de culpabilité sur l'enfant. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce qui se cache là derrière? Moi, je pense que c'est plus complexe que ça pour l'enfant. Il ressent des émotions contradictoires, ambivalentes. Il peut y avoir beaucoup de colère et de rage devant ses parents ou face au comportement de ses parents parce qu'ils ne se sentent pas protégés. L'enfant peut être en colère parce qu'il y a parfois des promesses qui ne sont pas tenues, des discours qui ne correspondent pas à la réalité des faits. Il y a des parents qui disent « je vais faire attention, je vais faire un effort ». Et l'enfant constate que ça continue. Et en même temps, il ne faut pas oublier que l'enfant est attaché à son parent. Il est en dépendance de son parent. Et ce parent a aussi plein de personnalités très agréables, très positives, qui sont importantes pour l'enfant. Donc l'enfant ne peut pas simplement rejeter son parent. Il y a plein d'aspects en lui qui font que c'est un bon parent et qu'il tient à son parent et qu'il en ait besoin. Pour preuve, je donnerai un exemple d'enfant qui dit moi, quand maman elle est à l'hôpital, j'ai peur qu'elle m'oublie. Donc on voit bien que les enfants, ils nous racontent dans leurs mots qu'ils sont attachés. Et si ils ressentent qu'ils sont attachés, mais qui des fois ils sont aussi fâchés, ou bien que tout le monde dit mais évidemment tu dois les détester. Enfin, la stigmatisation ou le regard des autres sur la situation peut aussi poser quelque chose de difficile parce qu'il sent quelque chose, puis on lui dit autre chose. Et là, vous avez une confusion qui se met dans le développement d'un enfant. Cette confusion de on me dit quelque chose et je ressens différemment, ça a des conséquences sur son développement. Donc on va devoir vraiment accueillir tout ce qu'il ressent. Il peut être triste pour le parent, il peut avoir honte de cette situation quand le parent il a des comportements particuliers à l'extérieur. Et on a besoin d'accueillir le tout pour qu'il ne soit pas dans une confusion de perception de ce qu'on dit et ce qu'il ressent. C'est ça, parce que ils voient beaucoup de choses. Depuis tout à l'heure, vous dites les deux, il y a les bons moments et il y a les mauvais moments. Forcément, on s'attache à son parent. Enfin, c'est un parent, quoi. C'est une figure d'attachement. On y est attaché, on l'aime. Puis d'avoir tant de confusion à la fois à l'intérieur, parce que l'enfant voit les deux, mais aussi on lui dit mais tu peux pas les aimer. C'est pas possible de les aimer comme ça. C'est vrai que ça crée beaucoup de confusion après pour le développement de l'enfant. Et j'ai l'impression que pour les adolescents, on va même un peu plus loin et on leur dit ah mais il faut partir. Il y a juste à partir de ton foyer pour te sortir de tous ces problèmes-là. Pourquoi est-ce qu'on leur dit aux jeunes il y a qu'à partir? Qu'est-ce que ça veut dire et puis qu'est-ce que ça implique? Et pourquoi le jeune ne le fait pas aussi facilement que ça? L'adolescence, c'est une phase d'autonomie où l'adolescent tend vers un futur, c'est le monde de tous les possibles. Donc il faut une autonomisation, il faut devenir indépendant. Et en même temps, les figures cadres, les parents, ne sont pas là pour permettre peut-être à l'adolescent de mettre les pieds contre le mur, enfin voilà, d'ouvrir des portes. Donc il y a vraiment cette loyauté, cette peur de laisser peut-être la fratrie aussi, les petits frères, les petites sœurs. Qui va prendre soin de mon petit frère si je ne suis plus là? Et surtout, qui va prendre soin de ma mère ou de mon père? Les enfants sont parfois en codépendance, où ils essayent d'agir sur les conséquences de l'addiction. Et donc, c'est vraiment de nouveau une très grande contradiction que d'oser abandonner. En fait, ils seraient peut-être dans une pensée d'abandon de leur famille. Et ça, c'est difficile à faire, de s'autoriser cette liberté, cette indépendance face à la fragilité du parent. Il a plus besoin d'entendre qu'il peut vivre cette ambivalence plutôt qu'il y a quelque chose de problématique que des fois il a envie de partir et quelque chose de problématique qu'il n'arrive pas à partir. Enfin, je pensais aussi à un jeune qui disait, lui, l'idée de partir aussi, par exemple, chez l'autre parent. Alors, il y a tout ce que tu viens de raconter, mais il y a aussi, il s'est construit là, il y a un réseau et ses amis, ils vont être super importants. Enfin, toutes ces personnes qui sont là depuis longtemps, il en a besoin aussi. Donc partir, c'est aussi, il y a aussi des lieux des repères de sécurité qui sont là aussi.
Donc c'est assez banalisant de dire: «Mais il y a juste à partir», alors que tout ton entourage, toutes tes ressources, tout ce que tu connais en fait est à cet endroit-là avec ton ou tes parents, qui souffrent d'addiction en fait. J'aimerais rebondir sur un point que vous avez abordé, c'est de dire, ben voilà, des fois, il y a les petits frères ou les petites sœurs. Et en fait, dans ce genre de situation, alors je ne vais pas de nouveau faire une généralité, mais c'est possible que les aînés prennent un peu le rôle de parents ou le rôle de soins en fait auprès des plus jeunes. Oui, clairement. Il y a justement parfois un rôle parental défaillant, hein. On parlait tout à l'heure des schémas éducatifs et puis des parents qui ont peut-être plus de peine à poser un cadre, des limites à leurs enfants. Et les aînés, souvent, prennent le rôle, parfois même assez autoritaire envers leurs frères et sœurs plus jeunes, hein. Parfois, ça peut créer des conflits aussi, hein, parce que les aînés sont confrontés aux conflits dans la famille et s'inquiètent pour leurs petits frères et petites sœurs. Ils sont en colère en même temps contre leurs parents qui ne fait pas son travail de parent. Ouais. En fait, ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est que les enfants ont tendance à prendre des rôles dans la famille. Vous avez parlé tout à l'heure de l'enfant qui est très scolaire, qui est très adapté, qui pose pas de problème. C'est un enfant qui essaye de faire en sorte de ne pas rajouter des problèmes là où il y en a déjà assez. Il y a d'autres enfants qui vont être plus des boucs émissaires. Les garçons, parfois, sont un peu plus agités, vont plus attirer l'attention sur eux. Il y a des enfants qui vont essayer de compenser en fait les conséquences des parents. Des jeunes qui vont peut-être aller dans la santé sociale, peut-être comme nous tous ici réunis. Donc voilà, l'enfant peut être amené à prendre plusieurs rôles en s'adaptant à la famille. Ça amène aussi au fait que des fois, un des deux parents, quand les parents sont ensemble, un des deux parents n'arrive pas non plus à se positionner ou à protéger les enfants des conséquences de l'addiction de l'autre parent. Parfois, le deuxième parent est un petit peu fragilisé aussi et ça peut empêcher d'avoir ce rôle protecteur. Le deuxième parent, il vit aussi beaucoup d'émotions de son côté. Il a peut-être pensé, quand il a rencontré cet homme ou cette femme et dont il est tombé amoureux, qu'ils allaient pouvoir vivre pleinement, que aussi son amour allait permettre à la personne de plus être dans une addiction. Donc cette personne vit aussi dans plein d'émotions. Le souci quand l'autre parent s'occupe des enfants, je ne sais pas, est-ce qu'il va conduire alcoolisé, est-ce qu'il va... Enfin, donc il vit aussi beaucoup de choses très fortes. D'ailleurs, tout l'entourage, hein. Je suis frappée quand on reçoit à Astram, on peut avoir des entretiens conseils où tout le monde peut venir. Et ça me touche toujours quand il y a un grand-parent qui vient puis qui dit: je voudrais pouvoir soutenir mieux mon petit-fils qui vit une situation difficile, parce qu'il sent bien qu'il est aussi quelqu'un d'important. Donc je pense que toutes les émotions dans tous les sens, ça appartient aussi aux gens autour. Ça Et vient au vraiment conjoint. ça vient vraiment toucher toute la sphère familiale, voire même l'entourage proche, peut-être parrain, marraine, amis, etc. Et ce qu'on peut peut-être dire, c'est que ce deuxième parent peut lui aussi ne pas toujours être conséquent ou cohérent dans son schéma éducatif. En présence du parent qui souffre d'addiction, il peut se montrer plus solidaire, plus effacé peut-être. Et lorsque l'autre parent n'est pas présent, il peut incarner un autre rôle parental. Ce qui peut amener aussi chez l'enfant des questionnements et des incompréhensions sur le fait que son père ou sa mère ne se comporte pas de la même façon selon que le conjoint est présent ou pas. C'est de nouveau en fait une instabilité où on disait avant le parent avec une addiction est instable dans le sens où il n'y a pas toujours les mêmes réponses, mais aussi l'autre parent en fait au final s'adapte à est-ce que le parent qui souffre est là ou pas, et donc en fait tout est instable et on ne sait pas sur quoi on avance et puis qu'est-ce qui va se passer. Oui. Quand on sait l'importance d'une prévisibilité dans la construction d'une base de sécurité, c'est là qu'on voit les endroits où on a besoin de soutien autour pour que l'enfant puisse construire cette base de stabilité, alors qu'il vit dans une situation qui amène des moments difficiles. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, par exemple avec l'école qui peut, j'imagine, amener une sécurité en fait, une stabilité et quelque chose de prévisible. Du coup, on disait tout à l'heure qu'il y avait des fois l'envie de mais vas-y, il y a qu'à partir, mais des fois on peut aussi entendre l'autre discours. Ah mais de toute façon on peut rien faire. On attendra qu'il soit grand, qu'il ait 18 ans et puis qu'il puisse créer sa propre vie. Puis un peu, j'ai l'impression que parfois on peut avoir ce discours de on va les laisser un peu comme ça, c'est un pauvre gosse, on peut rien faire et puis on va juste laisser le temps passer. Mais c'est quoi les dangers de ça?
C'est vrai que de ne rien faire, de ne rien voir, ça augmente le risque que l'enfant soit isolé dans la solitude et qu'il se construise sur des perceptions qui sont pas, qui l'amènent à une confusion. Et donc, une intervention sociale auprès de l'enfant va lui permettre à lui de pouvoir valider ses perceptions, ses ressentis, d'être pris au sérieux, pris en considération dans ce qu'il ressent. Et ça va lui permettre d'avoir confiance en lui. Et ça, on peut le faire à n'importe quel âge. Déjà un tout petit, on peut déjà dire, c'est vrai, tu as raison, quand papa il crie fort, c'est normal que tu aies peur ou tu as le droit d'avoir peur quand papa crie fort. À ce moment-là, c'est un exemple. Hein. Ou quand maman, elle dort sur le canapé et tu prépares le goûter pour maman. Je comprends que tu sois inquiète parce que maman, elle dort alors que c'est l'heure de faire le goûter pour toi. Il peut y avoir un décalage entre ce que nous, comme adultes, on voit dans les capacités de l'enfant et puis ce que l'enfant lui-même y perçoit, en fait. Peut-être que lui, de réussir à faire les spaghettis, c'est tout bon. Par contre, d'avoir le souci de comment ça va se passer quand il va rentrer à la maison, est-ce que le parent, il sera bien ou pas bien, ça, c'est trop. Donc, des ressources, il en a, l'enfant. Mais on a besoin de mettre de la réalité dans ce qui est des ressources pour lui et parce que nous, on croit. Et pour ça, il va falloir qu'on puisse discuter sans aucun jugement sur ce qui est en train de se passer pour qu'on puisse l'aider là où il en a besoin. Et puis c'est clair que quand on connaît les autoréalisations des prophéties, si moi je pense qu'un enfant, il a aucune capacité, c'est un pauvre petit, ou qui va devenir alcoolique comme son père, on a plus de chances que la situation évolue dans ce sens-là, que ce soit parce que l'enfant y croit, que ce soit parce que le regard des autres, il est en train de lui amener ça. Donc le fait d'imaginer un enfant impuissant et sans ressources est problématique alors qu'il en a. Et il est un enfant. Il est un enfant avec plein de choses. Et là-dedans, il est un enfant de parents qui a un trouble lié à l'alcool. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a cet aspect où si on ne peut pas le sortir de là, ou complètement changer la situation, ça veut dire qu'on ne peut rien faire. C'est un peu le blanc ou noir. Alors qu'en fait, le plus important, ce que vous dites depuis le début, c'est, voilà, des fois, effectivement, la base de l'aide, elle est dans l'écoute, dans l'accompagnement et dans la validation des sentiments de l'enfant, qu'il y ait un endroit où il puisse déposer. Et bien sûr, dans certains cas, j'imagine, il y a des placements, il y a des retraits du foyer parce qu'il y a des dangers, mais c'est pas ça le fondement du soin à cet enfant. Oui, je crois que vous le dites très bien. Tout en chacun, on peut faire quelque chose pour ces familles avec un regard non jugeant qui enferme pas, qui permet de mobiliser les ressources. Donc ça peut être l'enseignante, ça peut être l'éducatrice à la garderie, ça peut être la voisine, la maman de jour, de s'intéresser à cet enfant. Comment est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui est difficile à la maison? Comment on pourrait peut-être t'aider? Et on n'a pas besoin forcément de connaître un diagnostic ou de poser un diagnostic, hein, mais aller vers un enfant qui manifeste des signes de souffrance, c'est la première porte qu'on peut ouvrir pour l'aider à être considéré différemment et à pouvoir développer ses ressources. Et on peut peut-être aussi aller vers un enfant où on ne voit pas les signes de souffrance parce que peut-être on les connaît pas ou parce que c'est très flou, mais dont on sait que le parent a des problématiques. Oui, et cet enfant-là, il a besoin de jouer, il a besoin de rire, il a besoin d'être un enfant comme un autre, d'avoir des liens sociaux, et ça lui fera du bien. Comme l'école, c'est un lieu où il peut contrôler son environnement, et donc d'avoir des liens sociaux, ça va être extrêmement constructif pour cet enfant. On va pouvoir valoriser, donc dans tous ces lieux, il va pouvoir être valorisé dans ce qui sait, des valorisations vraies, dans ce qu'il peut, dans ce qu'il sait. Et puis, il n'y a pas toujours besoin qu'on soit en train de parler du problème pour qu'il puisse ressentir une confiance, qu'il puisse ressentir tout ce qu'un enfant a besoin pour grandir, en fait. Ça peut être des activités de loisirs. Je pense que des coachs sportifs, voilà, la pratique d'un sport, de la musique, d'une chorale, un autre groupe, on dit que c'est tout un village qui élève un enfant. Les enfants, ça va leur permettre d'avoir d'autres modèles d'autorité, de discipline affectueuse ou bienveillante. Et ça peut vraiment leur donner beaucoup de force et de confiance dans leurs propres compétences. Donc, développer, ça peut être la boxe aussi, s'ils ont, voilà, par rapport à l'agressivité. Enfin, il y a plusieurs sports, plusieurs activités de loisirs,
les scouts, ça peut être les scouts, ça peut être la grimpe, enfin, où il faut avoir confiance, il faut lâcher prise, il faut, enfin voilà, toutes ces choses-là, toutes ces activités-là, la danse, enfin, on peut vraiment y aller sans limite. Ça permet à l'enfant de développer d'autres choses, de s'extraire un tout petit peu aussi de tout ça. Donc il y a plusieurs facettes en fait. Il y a une partie des fois judiciaire, une partie de ça, il y a une partie qui s'en occupe peut-être. Il y a une partie du soin du parent et peut-être ça c'est d'autres professionnels qui s'en occupent. Puis après il y a tout ce que l'enfant est et autrement que un enfant d'un parent avec addiction. Et puis c'est là où en fait vous renforcez aussi toutes ces facettes pour éviter justement que tout s'effondre, quoi. En fait, l'enfant, il a besoin aussi de comprendre ce qui se passe. Donc, comprendre, ça veut dire avoir des explications sur la maladie du parent. Si les adultes autour voient ça comme un truc horrible et dramatique, ou bien si les gens autour peuvent dire oui, c'est une maladie qui a telle conséquence, et voilà ce qui est possible de faire, d'aider, de soutenir ton parent. Aussi, quand on peut dégager un enfant en disant, je pense à un enfant qui, avec son parent, chaque fois qu'il y a une rechute, puisqu'il y aura toutes ces problématiques de rechute, il vient à Astram et avec son papa, ils se racontent ensemble qu'il y a eu une rechute, puis que le papa avait fait de son mieux, mais que la maladie, elle a été trop forte. Et ces explications sur la maladie, mais avec des mots qui sont entendables, qui ouvrent des fenêtres plutôt que enferment, ça lui permet de poursuivre son chemin avec ce papa-là. Ça lui permet de mettre des mots et puis de comprendre en fait ce qui lui arrive. Parce que en tant qu'enfant, on n'a pas forcément la vision de qu'est-ce qui se passe, comment comprendre tout ça. J'ai trouvé ça aussi intéressant de penser de ne pas renfermer les gens avec ces phrases toutes faites, parce que ça peut, à force de le répéter, l'enfant il va y croire et puis ça va se passer. Et ça, je trouve ça aussi important de rappeler que ce qu'on dit, si on enferme un enfant dans tu vas finir comme ça, il va se passer ça, il n'a pas beaucoup d'autres choix que de réaliser ça en fait, parce qu'il ne connaît pas d'autres modèles, d'autres schémas. Donc ça, je trouve ça aussi important. Puis ça permet de voir qu'on peut aider d'une simple façon, juste en disant mais qu'est-ce qui se passe pour toi, et sans porter un jugement sur la personne directement. Et est-ce que vous, dans vos pratiques respectives, il y a d'autres stéréotypes auxquels vous pensez que les enfants vivent et puis ont apporté? En tout cas, moi, ce que j'entends des fois comme stéréotype, c'est un conjoint qui parle de l'autre conjoint, ou la famille, un membre de la famille qui dirait il va jamais changer, ça va jamais s'améliorer. Voilà, c'est ces promesses non tenues un petit peu. Hein. Donc il y a des mots comme ça qui ont un fort impact sur l'enfant et qui en fait faudrait éviter. Oui, c'est sûr que toute disqualification devrait être évitée, mais l'enfant est souvent confronté à des conflits entre ses parents. Il faut savoir quand même que les problèmes d'addiction sont source de conflits entre les conjoints. Lorsqu'un parent rentre tard, ou lorsque ça peut poser des problématiques d'argent aussi, de financement, hein, ça coûte cher aussi. Donc les enfants entendent et sont pris à partie de tous ces conflits, et entendent la lassitude, de la déception aussi, voilà, des parents. Donc la disqualification, c'est des choses qu'ils entendent et qui, voilà, bien sûr qu'il faut un petit peu éviter, mais ça arrive. Oui. Si tu aimais ton enfant, tu arrêterais de boire, par exemple. Hein, voilà, c'est des paroles très fortes, et on sait que c'est pas une question d'amour, mais voilà, c'est une question de moyens, de priorité. Puis avec ce genre de phrase, le parent ne pouvant pas arrêter forcément tout de suite ou ayant des rechutes, l'enfant se dit alors il m'aime pas. Oui, oui. En tout cas, il a tendance à être perdu dans les deux discours qui sont pas les mêmes de ses parents, et à s'interroger, puis avoir une crainte, un doute. Oui, oui. Un enfant, il vient de deux parents. Donc, pour se construire, il a besoin qu'il peut penser le parent dont il vient de manière aussi positive, même s'il y a des choses où il ne va pas être d'accord avec le comportement du parent. Et ça, c'est différencier un parent d'une maladie. C'est pour ça qu'on va parler de la maladie, pour mieux comprendre ce qui se passe avec l'alcool, qui n'est pas une histoire de volonté, mais justement la question de l'addiction. Et si on parle avec un enfant de quand le parent a le nuage noir sur la tête, je pense au petit, il peut avoir un lien avec ce parent et parler autour de quand il y a le nuage noir qui est là. Et cette différenciation lui permet de garder un lien avec son parent qui peut être, d'un point de vue identitaire, permettant de se développer. J'avais un enfant qui disait, et ça m'avait beaucoup touchée, il m'explique pourquoi il a été placé en foyer.
Et il me dit, mais tu comprends, ma maman, elle a une maladie qui fait qu'elle a son pull sur la tête. Et tu comprends, quand tu as un pull sur tes yeux, tu peux pas t'occuper de tes enfants bien. Alors, c'est à cause de ce pull sur les yeux que moi, je dois habiter ailleurs. Et ça lui permettait d'avoir ce lien avec ce parent. Et c'était sa métaphore à lui pour expliquer pourquoi il était en foyer. Et c'est beau aussi parce que ça sous-entend que si on arrive à enlever le pull avec le parent, eh ben, il pourrait être un bon parent et il a peut-être pas besoin d'être en foyer. Tout à fait. Et dans tout ce qu'on a dit là, il y a donc tous ces stéréotypes où on l'a dit, ça peut faire que l'enfant, en fait, il va se projeter là-dedans, il va même un peu réaliser sans faire exprès ces stéréotypes, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un impact sur le fait qu'il puisse demander de l'aide. Vous le remarquez, vous, et comment est-ce que ça se remarque que ces stéréotypes empêchent peut-être les enfants d'aller chercher de l'aide? Oui, alors les enfants ont toujours peur. Il y a vraiment ce conflit de loyauté. Ils ont besoin de protéger leur famille. Et ils ont peur qu'en demandant de l'aide, on puisse se rendre compte voilà, des problèmes dans la famille. Et en même temps, il y a des adolescents qui n'en peuvent plus, des enfants qui demandent de l'aide pour d'autres raisons. Ils peuvent développer d'autres choses. Parfois, c'est une phobie scolaire. Parfois, c'est des disputes avec les frères et sœurs. Donc, il peut y avoir d'autres choses qui amènent la famille à demander de l'aide. Et c'est une porte d'entrée ensuite pour parler d'addiction. La peur du parent, du placement, elle est énorme généralement. Alors que c'est bien plus rare qu'on croit. Et puis, il y a une contagion de cette peur. Puis quand l'enfant il est petit, il comprend le monde à travers ce qu'on lui raconte du monde, à travers ce qu'il ressent dans les émotions. Et ces questions de pas dire à l'extérieur, il le ressent par contagion du parent qui lui-même a honte, qui lui-même a peur de ce qui peut se passer. Donc, si le parent, il peut faire un chemin où c'est pensable qu'il a une maladie, il va pouvoir en parler avec des mots, mais c'est clair que une des particularités de troubles psychiques, c'est la difficulté à le voir chez soi, en fait. Et du coup, on a déjà pas mal parlé de comment un peu réagir, comment répondre, enfin que faire quand on voit des enfants qui ont l'air d'être en souffrance ou qui le sont. Mais si on essaye de trouver un peu encore d'autres pistes, si on a un proche ou un professionnel, comment est-ce qu'on peut essayer de redonner un peu la parole aux enfants, aux adolescents? Et puis comment est-ce qu'on peut être un peu plus à leur écoute et plus les aider, selon vous? Si on peut démystifier la problématique d'addiction à l'alcool, ça va permettre aussi aux gens de se sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir être avec un enfant qui vit des choses difficiles. Parce que l'enfant, il va s'appuyer sur ce que ressent l'autre à propos de ça. Et si moi, je suis suffisamment à l'aise comme moniteur pour pouvoir... Ok, celle-là mettait un enfant avec plein de choses, plutôt que de me fermer les yeux en me disant « Oh mon Dieu », puis après, il va falloir que je fasse quelque chose, et puis je ne saurais pas comment réagir. Donc, je pense que une semaine comme une semaine nationale, en fait, pour comprendre mieux, ça permet aux gens d'être plus tranquilles avec ça, dans son rôle, à lui, de moniteur. Il n'a même pas besoin d'en parler plus, mais juste, il est tranquille avec ça quand il voit les personnes. Et c'est du coup d'éviter de trop vouloir prendre de pincettes, de trop rendre ça tabou en fait. Par exemple, j'imagine dans un camp, on pourrait, si on a peur de cette question-là, on pourrait traiter différemment l'enfant, le mettre un peu à part parce qu'on a peur des réactions, etc. Puis donc ce que vous dites, c'est plutôt, c'est un enfant comme un autre qui a des besoins similaires aux autres, et puis d'essayer de l'inclure, de lui faire passer des bons moments avec des repères d'adultes qui fonctionnent, qui peuvent lui faire rire, jouer, etc. Oui, tout à fait. C'est vraiment permettre à cet enfant d'être un enfant comme un autre et qu'il ne qu'il soit pas défini uniquement par le fait d'être un enfant de. Mais il n'est pas que ça, quoi. Et si l'enfant, il va parler de quelque chose autour de ça, fermons pas les yeux. Et c'est pire pour un enfant de se dire il y a quelque chose et personne n'en parle. Parce que là, ça veut dire que c'est encore pire catastrophe que si on peut mettre des mots justement tranquilles autour de ça. Donc, soit en parler trop, non, parce qu'il serait défini plus que par ça. Puis ne faire comme si ça n'existait pas, ça fait aussi que comment il peut comprendre quand on ne met pas de mots. Donc, il y a aussi là à aller vers des professionnels qui vont aider l'enfant et les parents et la famille à mettre des mots là où ils en sont au moment
où ils en sont. Et puis si on constate en tant que ça peut être proche de la famille, professionnel, c'est souvent aussi les enseignants qui voient beaucoup les enfants. Si on constate qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'un enfant nous inquiète, quelles ressources existent, vers qui ces personnes-là, c'est souvent des adultes quand même, peuvent se tourner pour accompagner ou proposer de l'aide. Alors moi, je pense qu'il y a 2 étapes, en fait. La première, c'est que tout professionnel peut s'intéresser au vécu de l'enfant. Comment tu vas? Comment tu fais? Quelles sont justement les forces qu'il a développées? Il a des vulnérabilités, mais il a aussi des compétences qu'il a développées. Donc, comment c'est pour toi après l'école? Est-ce que tu es tout seul ou enfin voilà, qui s'occupe de toi? Donc vraiment s'intéresser déjà concrètement au vécu de l'enfant. Ça, toute personne proche de l'enfant peut le faire. Et ensuite, il y a des très bons sites, hein. Il y a Addiction Suisse, qui est un excellent site avec aussi des vidéos, des podcasts. Il y a beaucoup d'informations sur la prévention, qu'on soit un parent, qu'on soit un conjoint, qu'on soit un frère ou une sœur. Donc là, on a vraiment des bonnes documentations. Maman boit, papa boit, hein, vous l'avez nommé tout à l'heure en introduction de notre partage. Puis après, il y a d'autres associations. Alors, dans le cadre du RFSM, il y a le Baobab. Donc, il y a déjà tout le soutien aux proches en général et Baobab pour les enfants, qui ont justement un programme de soutien aux enfants et à leur famille. À Astram, il y a d'abord des entretiens conseils qui peuvent être là à seuil très bas. On vient, on s'intéresse, on est un parent, on est un jeune, on est un grand-parent, un parrain, une marraine, une enseignante. On peut venir puis réfléchir autour de comment moi, depuis ma position, je peux soutenir cet enfant l'apprécie. Après, on a un parcours où on va travailler avec les enfants pour lui permettre de comprendre mieux ce qui se passe. C'est 5 séances où on va parler de toutes les émotions qu'il peut ressentir, de tous les endroits où il peut s'appuyer dans cette situation. Et ça va toujours commencer par un entretien avec les parents ou la famille pour voir là où ils en sont, parce qu'on va vraiment aller avec leurs besoins aujourd'hui. Et donc, ça, c'est un parcours. Mais après, il y a aussi le Tori qui va à Fribourg, qui a aussi une ligne d'écoute où là, ils vont rediriger les gens en fonction des besoins qui sont annoncés. Donc, il y a vraiment plusieurs lieux où on va pouvoir être aidé. Et puis, l'office familial, souvent, les entrées, en fait, ils ne sont pas forcément là. On entre pour une séparation, on entre pour autre chose et on se rend compte qu'il y a une situation difficile où il va y avoir besoin aussi de mettre des mots. Pour une thérapie de couple, hein, le couple peut venir en thérapie pour améliorer sa communication et aborder le problème de l'alcool à ce moment-là, ou bien la petite enfance, hein, au moment de la naissance de l'enfant, une maman peut aussi plus facilement parler de ses soucis qu'elle rencontre avec la maladie d'alcool de son mari. Donc en fait, on vient pas toujours avec directement la question de l'alcool. C'est aussi possible des fois, en fait, ça peut se faire comme ça, où on vient pour d'autres problématiques et puis après on en parle. Mais en tout cas, si des gens s'inquiètent, ils peuvent soit se renseigner sur Addiction Suisse ou en appelant les numéros qu'on a dit et qu'on mettra ensuite en description. Et dans les cas plus sévères où il y a vraiment un danger assez réel et imminent pour l'enfant, il y a notamment aussi le SEJ qui peut être appelé par n'importe quelle personne. Oui, en fait, notre boussole doit être la mise en danger de l'enfant. Si on est inquiet et que l'enfant est pour son intégrité physique ou psychique, il faut appeler le service intake du SEJ qui va permettre d'avoir un premier entretien. On peut le faire de manière assez simple. Je ne sais pas si on peut le faire anonymement, mais en tout cas de manière assez simple pour exprimer une inquiétude qu'on a au sujet d'un enfant lorsqu'on pense qu'il peut être en mise en danger. Donc il y aurait de la négligence, de la maltraitance, lorsqu'il y a trop de retard à l'école, lorsque les devoirs ne sont pas faits, lorsque suite à plusieurs tentatives d'entrer en contact, ça n'a pas vraiment abouti. Donc oui, le SEJ avec le service intake, bien sûr. Je pense que c'est important de ne pas rester seul avec mon souci d'adulte à propos d'un enfant. Et puis comment on va pouvoir se mettre en réseau autour d'un enfant. Tu parlais du village pour éduquer un enfant. Et puis l'intake, c'est une façon de ne pas être seul avec mon souci d'adulte pour un enfant qui est réel. Donc, et réfléchir à deux, ça va me permettre d'enlever peut-être quelque chose qui m'appartient à moi, qui me fait paniquer moi, et de mettre de la réalité là-dedans pour voir qu'est-ce qui est aujourd'hui nécessaire pour cet enfant, pour son bien-être.
Donc du moment qu'on a un souci quand on voit que l'enfant est entravé dans son développement par quelque chose qui se passe, mais dont on n'arrive pas forcément à saisir la réalité ou l'impact ou la sévérité, donc on peut se tourner vers donc le SEJ qui est le service de la protection de l'enfance et de la jeunesse. Oui, parce que le souci, c'est en fait que la consommation d'alcool peut agir un peu sur le filtre des émotions. Donc, il peut y avoir des parents plus impulsifs et parfois, il y a de la maltraitance, il y a de la négligence, effectivement. Donc, l'alcool est un élément à risque quand même dans la maltraitance. Et ce qui va inquiéter ce qu'on va nommer auprès du SEJ, c'est pas forcément le problème d'addiction, peut-être qu'on ne le connaît même pas, mais c'est plutôt qu'on est inquiet si cet enfant souffre de maltraitance ou de négligence. Et ça c'est important. Oui. Du coup, c'est important de rappeler que voilà, il y a effectivement des parents souffrant d'addiction qui fonctionnent quand même tant bien que mal sans arriver à ce genre de comportement. Mais ça existe aussi et c'est important d'en parler et de prendre ça en charge. On ne peut pas se fermer les yeux autour de ça. Oui, et dans ce même ordre d'idée, je voulais ajouter que, en fait, on disait tout à l'heure qu'on devrait essayer d'agir sur les patterns éducatifs. Et lorsqu'on fait appel au SEJ et qu'il y a de la maltraitance ou des difficultés éducatives au sein de la famille, il y a la Fondation Transit avec l'AMO qui peut ensuite intervenir sur demande de la justice, ou l'éducation familiale qui fait aussi un énorme travail d'accompagnement et de soutien des familles pour les enfants de 0 à 6-7 ans, avec des cafés-contacts, mais aussi des visites à domicile. Donc oui, si on peut agir en se déplaçant à domicile et en travaillant sur la parentalité, on peut vraiment permettre de faire une bonne prévention. Si un enfant a déjà des choses difficiles à vivre, aussi quand un enfant naît dans une famille avec des problématiques d'alcool, on peut voir des particularités dans son développement très tôt. Et là, effectivement, le service éducatif itinérant qui va soutenir l'enfant et la parentalité, ils vont être très présents en ce moment. Aussi, ils vont avoir une boussole, quand est-ce que ça va ou quand est-ce que ça va plus, et ils vont aller chaque semaine accompagner les familles avec une attitude que je trouve justement très respectueuse. Et un autre point qui peut être une entrée, c'est en tant que parent, peut-être on a de la peine à assumer, à affirmer ou dire voilà, j'ai ce problème et je vais aller chercher des soins. Mais on se rend compte que c'est un peu bancal. Une des possibilités, c'est de dire je vais prendre un suivi pour mon enfant, par exemple chez un psychologue ou chez un psychothérapeute. Je vois qu'il va pas bien et moi, j'arrive pas. Donc, je demande aussi à ce qu'il puisse être accompagné autrement. Oui, et si l'enfant ou le parent a ensuite une relation de confiance avec le professionnel, que ce soit le psychologue ou un intervenant Astram ou une autre personne du RFSM, après, on peut plus facilement ouvrir la porte en demandant mais comment vous comprenez que votre enfant aille pas bien, qu'est-ce qui peut peut-être l'inquiéter ou qu'est-ce qui est compliqué pour lui. Mais on aura déjà établi une relation de confiance. Parce qu'ensuite, c'est vrai qu'on peut aider l'enfant, mais ce qu'on aimerait surtout ensuite aider, c'est la relation parent-enfant aussi, pour que le parent puisse reconnaître et avoir une meilleure prise de conscience des besoins de son enfant. Et l'accompagnement, il va se faire souvent sur du long terme. Ça veut dire qu'on trouve une période de stabilisation, puis après il y a des événements de vie et c'est plus difficile de nouveau. Et là, on peut de nouveau être à un moment un peu plus proche d'une famille et des parents. Donc, en tout cas, et en psychothérapie, au nom de l'enfant, où en fait on travaille avec les parents et la famille, ils vont pouvoir revenir si jamais. Mais ça se passe aussi à Astram, où les gens reviennent après des mois, des années, et puis ils disent on aurait envie juste d'un entretien, toute la famille, parce qu'on a besoin de remettre des mots sur ce qui s'est passé, parce que l'enfant, il a grandi. Les mots qu'on met quand l'enfant est petit et qu'on est presque, je sais pas, avec un bébé, dans quelque chose de très sensoriel, où le parent va pouvoir parler à l'enfant, mais ce qui va passer, c'est très sensoriel. À un enfant qui est en plein dans la pensée magique, où on va devoir aussi lui faire comprendre que tout n'est pas de sa faute, parce que dans son développement, il a tendance à ramener les choses à lui. Et puis l'adolescence, c'est des moments où on reprend les choses pour grand. Ouais. Et je trouve ça bien du coup ce que j'entends, c'est qu'il y a plein de façons différentes de demander de l'aide. Je trouve que c'est aussi soulageant d'entendre qu'il n'y a pas besoin de se confronter trop fort directement, mais que c'est important de ne pas rester seul avec ça, d'en parler avec d'autres gens et puis de trouver un réseau et de ne pas rester seul.
Et est-ce que si les gens souhaitent aller encore plus loin, qu'ils souhaitent pouvoir encore plus se renseigner, mieux comprendre ce que c'est que d'être un enfant d'un parent avec une addiction, est-ce que vous avez d'autres ressources, des livres, des films? Alors pour les petits, il y a Bobby le chien. C'est une petite brochure qui peut être commandée gratuitement sur le site d'Addiction Suisse. Voilà, c'est un livre en allemand et en français. Il y a des livres aussi qui ont été faits, qui ont toute une série de troubles psychiques, dont l'addiction, alcool et autres substances. Ça s'appelle Thérapnimo, on peut aussi les commander. C'est pour les enfants vraiment petits. C'est intéressant. Après, nous, si on parle livres d'enfants, on propose toujours des livres qui vont permettre l'enfant à faire quelque chose, à tisser quelque chose de bon avec sa différence qu'il ressent. Des livres comme Elmer l'éléphant ou bien La petite casserole d'Anatole. Et puis tous les livres d'éducation aux émotions qu'on conseille vraiment un peu à tout le monde parce que ça va lui permettre de raconter sans qu'il soit pointé du doigt avec quelle problématique. Ensuite, dans les films, vous avez le film suisse Petite Princesse, qui montre très bien cette transmission aussi un peu familiale de la dépendance à l'alcool. Il y a aussi un petit dessin animé, Le kiwi et le nugget, qui s'appelle. Et ce dessin animé, il explique la maladie de l'alcool. D'ailleurs, les enfants, ils disent, ma maman, elle a la maladie de l'alcool. Et puis ce dessin animé, il permet de comprendre que c'est pas le manque de volonté, que c'est vraiment un changement qui fait que la personne, elle n'arrive pas à s'en sortir et qu'elle en souffre aussi. On pourrait parler encore des proches aidants. Oui, super. Il y a les proches aidants Muriel et Florian en Suisse romande qui permettent aussi d'avoir des conseils, du soutien, des groupes de parole éventuellement. Pas que pour l'addiction, aussi pour la maladie psychique. Et c'est vrai que cette notion de proche aidant, l'enfant est un jeune aidant, un proche aidant, lorsqu'il grandit dans une famille avec une addiction. Et c'est important aussi de penser aux associations de proches aidants, à Fribourg notamment. Une dernière ressource peut-être que je peux nommer volontiers, c'est peut-être plus lié à la maladie psychique, mais l'addiction, parfois, elle est aussi liée. C'est le site Étincelle & Co. C'est une communauté de pratiques francophones, québécoises, françaises, belges et suisses. Et le site est très bien fait, avec un baromètre du jeune proche aussi. Et l'idée, c'est accessible à tous les parents, tous les professionnels, les familles. Grandir, aider à grandir. Il y a des liens, il y a des ressources sur ce site internet aussi. C'est très riche, on pourra mettre tout ça en description, comme ça, ce sera tout au même endroit. Du coup, pour résumer un petit peu tout l'épisode qu'on a fait aujourd'hui, donc c'est important déjà de rappeler que l'addiction, c'est une maladie et que la stigmatisation et le tabou qui l'entoure empêchent vraiment l'accès aux soins, que ce soit pour les personnes concernées et les proches, notamment les enfants. Et puis que dans l'accompagnement de ces enfants, c'est des enfants qui peuvent ressentir beaucoup d'émotions ambivalentes vis-à-vis de leurs parents et que c'est important en tant que professionnel ou proche de pouvoir aborder le sujet avec les bons mots, avec le focus sur l'enfant, ses besoins, ses ressentis. Et dans ce contexte-là, il y a énormément de ressources, d'associations et de lieux où ces enfants, adolescents peuvent être accueillis, entendus, accompagnés, ou même les parents. En tout cas, merci beaucoup à vous deux, Monica et puis Catherine, d'être venues pour en parler. Et on vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Vladi pas.